Ce matin-là, quand les gendarmes ont ouvert la portière de la voiture de Madame Renard au bord de la route départementale, ils s'attendaient à trouver une fugueuse. Une petite fille épuisée, peut-être légèrement blessée, à ramener dans un foyer qui attendait son retour depuis 17 jours. Ce qu'ils ont trouvé, c'était autre chose. Léa serrait contre elle quelque chose qu'elle refusait de lâcher malgré les bras tendus, malgré la voix douce de la gendarme qui lui disait que tout allait bien maintenant. Elle avait le visage abîmé par les nuits en plein air, les cheveux emmêlés, les genoux couverts de terre. Mais ses bras tenaient ferme. Et dans ses bras, il y avait quelque chose que les dossiers officiels avaient déclaré impossible depuis exactement 16 ans. Pas un objet, pas un animal. Quelque chose de bien plus rare et de bien plus fragile que ça. Dans quelques minutes, vous allez comprendre comment une enfant de 9 ans sans argent, sans téléphone, sans personne pour la guider, a réussi à retrouver ce que tout un système d'adultes avait enterré dans des archives depuis une génération. Mais pour comprendre ce qu'elle ramenait, il faut d'abord comprendre ce qu'elle avait perdu. Et comment elle avait tout perdu en une seule soirée, d'un seul coup, sans que personne ne lui demande son avis. C'était un soir de novembre. L'un de ces soirs qui ressemblent déjà à un enterrement avant même que quoi que ce soit n'arrive, ciel bas, lumière grise, feuilles mortes plaquées sur le bitume mouillé comme des messages que personne ne lit. Léa avait 9 ans et 3 mois. Elle faisait ses devoirs à la table de la cuisine, un stylo entre les dents, les pieds qui se balançaient dans le vide parce que ses jambes n'atteignaient pas encore le sol. Sa mère préparait une soupe sur la plaque du fond. Son père rentrait habituellement vers 18 heures. Ce soir-là, 18 heures étaient passées sans bruit. Puis 19 heures. Puis 20 heures. Sa mère avait appelé 2 fois sur le portable de son père. Pas de réponse. À 21 heures, le téléphone avait sonné dans l'autre sens. Léa a gardé très peu de souvenirs précis de ce moment. Elle se souvient de la lumière jaune de la cuisine. Elle se souvient de l'odeur de la soupe qu'on avait oubliée sur le feu. Elle se souvient du son, pas les mots, jamais les mots, mais le son que fait une personne adulte quand quelque chose en elle se brise pour de bon et que son corps ne sait plus très bien comment rester debout. Son père avait eu un accident sur l'autoroute, dans le brouillard. Une collision frontale. Sa mère était dans la voiture avec lui, ils rentraient ensemble d'une course en ville. Son père était mort sur le coup. Sa mère, elle, avait été transférée en urgence au CHU de Lyon avec de graves blessures internes. Léa avait été confiée ce soir-là à la voisine du dessous, Madame Chevalier, une femme d'une 60aine d'années qui lui avait donné du chocolat chaud et l'avait installée dans le canapé du salon avec une couverture. Léa n'avait pas dormi. Elle avait regardé le plafond toute la nuit, en écoutant le silence de l'appartement au-dessus d'elle. Son appartement, leur appartement, qui n'avait soudainement plus aucun bruit familier à lui offrir. Sa mère avait survécu. Pendant 22 jours. Le 23e, elle n'était plus là non plus. Les semaines qui avaient suivi s'étaient déroulées dans un brouillard que Léa ne savait pas bien décrire, même des mois plus tard. Des visages inconnus qui se penchaient vers elle. Des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Avait-elle des oncles, des tantes, des grands-parents, une marraine, un tuteur légal désigné dans des papiers que personne ne retrouvait dans l'appartement? La réponse était non. À toutes les questions, non. Le dossier familial était mince comme du papier cigarette. Les parents de son père étaient décédés bien avant sa naissance. Son père avait lui-même grandi sans famille élargie. Du côté de sa mère, les fiches d'état civil mentionnaient bien une mère, Marguerite Aubert, née en 1951, mais avec une mention inscrite à l'encre administrative, décédée 2008. Aucun autre parent connu. Léa fut placée au foyer départemental de l'Ain, à la périphérie de Bourg-en-Bresse. Une grande bâtisse grise entourée d'un grillage vert peint, avec un parking toujours à moitié vide et des couloirs qui sentaient le linoléum et le désinfectant. 18 enfants entre 6 et 15 ans, des règles affichées dans chaque couloir, une chambre partagée avec 2 autres filles qu'elle ne connaissait pas. Le foyer n'était pas cruel. C'est important de le dire. Il n'y avait pas de directrice malveillante, pas d'adultes qui profitaient des enfants, pas de châtiment caché. C'était un endroit administré par des gens fatigués qui géraient trop de situations à la fois. Un endroit construit pour traiter des dossiers, pas pour consoler des cœurs brisés. La différence est réelle, même si elle ne se voit pas dans les formulaires. Léa s'y adaptait en silence. Elle mangeait peu. Elle dormait mal. Elle passait ses journées à observer, à écouter, à attendre quelque chose dont elle n'aurait pas su dire le nom. Le soir, dans la chambre partagée, quand les 2 autres filles s'endormaient avec la facilité naturelle des enfants qui ont fini par s'habituer à tout,
Léa restait éveillée à regarder le rectangle de lumière que les lampadaires du parking découpaient sur le plafond. Elle pensait à ses parents, à l'appartement, à la soupe qu'on n'avait jamais finie ce soir-là. Parmi les quelques affaires qu'on lui avait laissées emporter depuis l'appartement, un sac à dos bleu marine, 2 pulls, un livre sur les animaux de la forêt, une paire de baskets de rechange, se trouvait une petite boîte en métal bleu que sa mère gardait dans le tiroir de sa table de chevet. Léa n'y avait jamais eu le droit de toucher du vivant de sa mère. Mais dans la confusion des derniers jours, les déménagements rapides, les adultes qui emballaient en urgence les affaires essentielles, personne n'avait pris la peine de l'enlever du sac. La première nuit au foyer, quand les 2 autres filles dormaient, Léa avait ouvert la boîte. À l'intérieur, des petits objets sans grande valeur apparente. Une pièce étrangère en cuivre, usée au point d'en perdre ses inscriptions. Un ruban rouge soigneusement plié en 4. Un ticket de cinéma jauni datant de l'an 2000, soit 9 ans avant sa naissance. Et tout au fond, enveloppé dans un mouchoir en tissu, 3 photographies. La première montrait sa mère très jeune, peut-être 16 ou 17 ans, debout devant une maison en pierre avec un grand jardin derrière elle. Ses cheveux étaient plus longs que Léa ne les avait jamais vus. Elle souriait avec une liberté dans le visage que Léa reconnut, sans tout à fait savoir pourquoi. La deuxième montrait la même maison en hiver. Neige sur le toit, tuiles sombres sous le blanc. Le jardin nu, les arbres dépouillés. Personne. La troisième. C'est la troisième qui changea tout. Sa mère, encore adolescente, assise sur un banc de jardin entouré de tournesols. Et à côté d'elle, une femme âgée aux cheveux entièrement blancs, en robe à fleurs, avec une façon de tenir les épaules qui disait quelque chose d'important sur son caractère. Une rectitude tranquille, une présence calme. La femme avait posé une main sur l'épaule de la mère de Léa, et dans ce geste simple, dans cette main-là, il y avait une tendresse que Léa reconnut immédiatement. C'était exactement la façon dont sa propre mère posait la main sur son épaule à elle, quand elle voulait dire que tout allait bien sans utiliser de mots. Au dos de la photo, une écriture ronde et penchée avait tracé 4 lignes. Maman et moi. Dernier été. Que Dieu te garde, mon cœur. N'oublie pas d'où tu viens. L'amour reste, même quand les chemins s'écartent. Léa avait relu ces lignes dans la pénombre pendant un long, très long moment. Maman et moi. Si la femme aux cheveux blancs sur la photo était la maman de sa mère, alors cette femme était sa grand-mère. Sa grand-mère dont les papiers du foyer, dont les fichiers de l'état civil, dont tout le système administratif qui avait organisé sa vie depuis le mois de novembre disait qu'elle était morte depuis 16 ans. Mais les papiers se trompaient parfois. Les photos, elles, ne mentaient jamais. Le lendemain matin, Léa avait demandé à parler à la directrice du foyer, Madame Labrousse. Une femme d'une 50aine d'années aux cheveux coupés courts, toujours habillée en gris ou en beige, qui traitait les situations avec une efficacité tranquille. Le genre de personne qui n'est pas méchante, mais qui a appris depuis longtemps à ne pas trop s'attacher aux détails qui ne rentrent pas dans les cases. Léa lui avait montré la photo, avait expliqué ce qu'elle pensait. La femme aux cheveux blancs, l'inscription au dos, la main sur l'épaule. Madame Labrousse avait regardé le cliché quelques secondes, avait rendu la photo avec un sourire qui voulait dire « je comprends », mais non. Le dossier de ta famille a été vérifié par les services sociaux, Léa. Ta grand-mère maternelle est décédée en 2008. Ce sont des informations vérifiées. Mais la photo. Les photos peuvent dater de longtemps avant. Ça ne prouve rien sur ce qui s'est passé ensuite. Remets ça dans ton sac et va prendre ton petit déjeuner. La conversation s'était arrêtée là. Pas avec brutalité, Madame Labrousse n'était pas de ces adultes qui écrasent les questions des enfants. Mais avec cette douceur définitive qui ferme une porte plus solidement que n'importe quel verrou. Léa avait remis la photo dans la boîte. Elle avait pris son petit déjeuner. Et pendant les 3 semaines suivantes, elle avait observé. Elle observait tout. Les routines du foyer se dessinaient dans sa mémoire avec une précision qu'elle n'aurait pas su expliquer. Elle apprenait comme ça, par l'observation silencieuse, depuis toute petite. Les éducateurs se relayaient en 3 équipes. Le vendredi soir, il y avait presque toujours de l'agitation, des sorties organisées, des visites de familles d'accueil potentielles, des bénévoles qui venaient proposer des activités. Les portes latérales restaient parfois ouvertes plus longtemps que d'habitude dans ces moments-là. Elle observait aussi ses propres souvenirs. Elle les retournait comme des cailloux qu'on examine à la lumière pour voir s'ils brillent d'un côté qu'on n'avait pas encore regardé. Et c'est en retournant ses souvenirs qu'elle retrouva quelque chose de précis. Elle avait 7 ans, peut-être 7 ans et demi. Un soir de printemps.
Elle et sa mère regardaient les étoiles par la fenêtre de la cuisine, parce que son père était en déplacement et que les soirs de déplacement, sa mère avait cette habitude de sortir les chaises près de la fenêtre et de regarder le ciel au lieu de regarder la télévision. Léa avait posé la question comme ça, à voix haute, sans vraiment attendre une réponse précise, la question que les enfants posent parfois juste pour entendre la voix de leur mère répondre. « D'où tu viens, toi ?» Sa mère avait souri vers le ciel, comme si la réponse était là-haut quelque part. D'un village au bord de la Drôme, dans un endroit où les lavandes poussent jusqu'au bord de la rivière, et où l'été dure tellement longtemps qu'on oublie que l'hiver existe. Elle avait fait une courte pause. « Je t'y emmènerai un jour. » Elle ne l'y avait jamais emmené. Mais Léa, elle, n'avait jamais oublié ces mots. Le troisième vendredi soir au foyer, dans la confusion d'un départ groupé pour une sortie au cinéma, Léa prit son sac à dos bleu marine, le même avec lequel elle était arrivée, et elle sortit par la porte latérale qui donnait sur la ruelle longeant le parking. Elle marcha d'un pas régulier, sans courir, en regardant droit devant elle. Personne ne cria son nom derrière elle. Elle marchait depuis une demi-heure quand la réalité de sa situation commença à peser. Pas d'argent, pas de téléphone, pas d'adresse. Juste 3 photos, un sac à dos et un souvenir de 2 ans, les lavandes au bord de la Drôme. Elle suivit les panneaux vers la nationale. Au bord de la route, un premier camion s'arrêta après quelques minutes. Le chauffeur, un homme d'une quarantaine d'années avec un accent du sud-ouest, lui demanda si elle allait bien. Elle dit qu'elle allait chez sa grand-mère. Il la déposa à l'entrée de Lyon en lui recommandant d'appeler sa famille dès qu'elle arriverait. À la station-service suivante, elle demanda à un homme âgé avec une vieille Peugeot bleue s'il allait vers le sud. Il allait jusqu'à Valence. Il la regarda un long moment avec des yeux qui hésitaient entre la méfiance et l'inquiétude, puis il hocha la tête sans poser d'autres questions. Léa dormit presque tout le trajet, recroquevillée contre la portière, le sac à dos serré contre sa poitrine. À Valence, elle mangea les derniers biscuits qu'elle avait emportés dans son sac. Il restait la boîte en métal, le livre sur les animaux, un pull de rechange et 70 centimes au fond d'une petite pochette intérieure. Elle continua à pied vers l'est, en suivant les panneaux qui indiquaient la rivière. Le premier soir, elle trouva refuge dans une grange abandonnée au bord d'un chemin agricole, à quelques kilomètres de la nationale. Le toit tenait encore. Il y avait de la vieille paille sèche dans un coin. Elle s'y enroula avec son pull et attendit que le soleil revienne, en écoutant les bruits qu'elle ne connaissait pas, les chants, le vent dans les arbres, quelque chose qui ressemblait à une chouette au loin. Le lendemain matin, la faim était là. Concrète, insistante. Elle trouva un jardin potager à l'abandon derrière une maison fermée dont les volets avaient été cloués. Des carottes et des navets avaient poussé entre les mauvaises herbes avec cette vigueur tranquille des choses qui n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'elles. Elle en cueillit une poignée, les frotta sur son pantalon et les mangea telles quelles, debout dans le jardin sous la lumière du matin. Elle continua. Le troisième jour, elle commença à demander dans les villages. Elle entrait dans les épiceries, dans les boulangeries, et posait la même question à chaque fois. Vous connaissez un endroit par ici où les lavandes poussent jusqu'au bord de la rivière? Les réponses étaient vagues, il y en a plusieurs, ça dépend de la saison, dans le Diois peut-être. Elle collectionnait les indications comme on ramasse des cailloux pour baliser un chemin, et elle repartait à chaque fois avec un peu plus de direction. À Pontet, une vieille dame qui vendait des œufs devant chez elle lui dit que le plus beau des bords de Drôme à lavande se trouvait du côté de Sainte-Croix, à une quinzaine de kilomètres en remontant la vallée. Léa dit merci et repartit. Elle atteignit Sainte-Croix le 4e jour, en fin d'après-midi. Le village était petit, quelques dizaines de maisons en pierre gris serrées autour d'une église, une place avec un tilleul centenaire dont les racines soulevaient les pavés, une fontaine qui coulait encore. La rivière était visible au bout d'une ruelle. Et de chaque côté de la route qui entrait dans le village, des lavandes. Pas en fleurs à cette saison, la floraison était finie depuis des mois. Mais les tiges étaient là, gris-vert, serrées, reconnaissables. Léa traversa le village lentement. Et puis, au bout de la rue principale, elle vit une maison. Une maison en pierre avec un grand jardin. Un escalier à 5 marches montant vers la porte d'entrée. Une fenêtre à droite avec un arc légèrement arrondi. Et dans le coin du jardin, à travers le portail en fer, un vieux pommier dont le tronc avait épaissi avec les années mais dont la forme inclinée était exactement la même que sur la photo. Léa s'arrêta au milieu du chemin. Ses yeux allaient de la maison réelle à l'image mentale de la photo, puis revenaient à la maison. Le même escalier, la même fenêtre, le même pommier.
La lumière du soir tombait sur les pierres de la même façon que sur le cliché pris jadis par quelqu'un qui avait trouvé cette lumière belle. C'était la maison, mais les volets étaient fermés. La boîte aux lettres débordait de prospectus qui avaient gonflé sous la pluie. Une plaque d'agence immobilière était fixée au portail avec du fil de fer rouillé. La maison était à vendre. Vite depuis un moment. Abandonnée. Léa posa les 2 mains sur le portail froid et le regarda longuement. Elle avait marché pendant 4 jours pour arriver là. Et là, il n'y avait personne. Elle sortit la photo de la boîte en métal et la tint devant elle, côte à côte avec la façade réelle. La femme aux cheveux blancs. Les tournesols. La main sur l'épaule. Quelqu'un avait vécu ici. Quelqu'un avait été aimé dans cette maison. Si la maison était à vendre, quelqu'un l'avait mise en vente. Et quelqu'un qui avait mis une maison en vente savait ce qui était arrivé à celle qui y vivait. Elle n'était peut-être pas morte. Elle avait peut-être juste déménagé. C'est à ce moment précis de l'histoire que tout change. Parce que ce que Léa allait découvrir dans les heures suivantes n'était pas seulement l'information qu'elle cherchait. C'était la preuve que l'administration peut se tromper pendant 16 ans sur quelque chose d'aussi fondamental que la vie ou la mort d'une personne. Et que parfois, il suffit d'une enfant de 9 ans sans aucun moyen pour dénouer ce que des adultes avec tous les outils du monde n'avaient jamais pensé à vérifier. Une fenêtre s'alluma de l'autre côté de la rue. Une femme d'une 60aine d'années apparut sur le pas de sa porte, en tablier de cuisine, qui la regardait depuis un moment. « Tu es perdue, petite ?» Léa traversa la rue et lui tendit la photo. « Je cherche cette femme. Elle s'appelait Marguerite Aubert. Elle habitait dans cette maison en face. » La femme prit la photo, l'examina sous la lumière jaune du porche. Et quelque chose dans son expression changea, une hésitation, puis une reconnaissance, comme quelqu'un qui vient de voir un visage familier dans un vieux magazine. Marguerite Aubert. Oui, bien sûr. Elle a habité là toute sa vie. Elle a quitté la maison il y a 3 ans, après sa chute dans l'escalier. Elle ne pouvait plus vivre seule. Léa sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose de chaud et de dangereux à la fois, l'espoir, qui revenait après des jours où il n'avait presque plus de place. Elle est vivante. La femme la regarda avec une surprise sincère. Vivante? Mais oui, elle est vivante. Elle est à l'EHPAD de Crest, à une 20aine de kilomètres d'ici. Elle y est depuis son accident. Je lui envoie une carte à Noël. Tu la connais? Léa dit, je crois que c'est ma grand-mère. La femme s'appelait Madame Renard. Elle emmena Léa chez elle ce soir-là, l'installa dans sa cuisine, fit réchauffer une soupe, une vraie soupe, avec des légumes du jardin et du pain coupé en tranches épaisses et écouta toute l'histoire sans l'interrompre une seule fois. Les parents, l'accident, le foyer, la boîte en métal, la photo, le souvenir de sa mère 10 ans les lavandes au bord de la rivière. Les 4 jours de route. Tout. Quand Léa eut fini, Madame Renard resta silencieuse un moment. Elle regardait la photo posée sur la table, entre elles deux. Et les gens du foyer ont dit que ta grand-mère était morte. Il y a la mention décédée dans les papiers. Depuis quand? 16 ans. Depuis 2008. Madame Renard pinça les lèvres d'un air qui ressemblait à quelque chose entre l'incrédulité et une certaine colère tranquille. Marguerite Aubert n'est pas décédée en 2008. En 2008, elle était encore ici, dans cette maison. Elle cultivait ses tournesols et elle élevait ses poules. Elle se leva, alla prendre une enveloppe dans un tiroir du buffet, en sortit une carte postale. Regarde, elle me l'a envoyée depuis Crest l'année dernière. Pour les vœux. L'écriture sur la carte postale était tremblante, une main qui avait vieilli, mais c'était la même écriture ronde et penchée que celle au dos de la photo. Léa tint la carte postale à côté de la photo. La même main, la même personne, vivante. Le lendemain matin, Madame Renard emmena Léa à Crest dans sa vieille voiture. Elle avait d'abord voulu appeler la police ou prévenir les services sociaux, mais Léa l'avait regardée avec des yeux qui n'avaient pas besoin de beaucoup de mots pour dire ce qu'ils disaient. Si vous appelez maintenant, ils vont venir me chercher avant que j'aie pu la voir. Madame Renard avait réfléchi. Elle avait finalement dit, on y va d'abord. Le reste viendra après. L'EHPAD de Crest se trouvait en haut d'une colline, entourée de chênes et d'un jardin soigneusement entretenu avec des lavandes le long des allées. La façade était jaune pâle, les volets peints en bleu, les couloirs sentaient le bois ciré et quelque chose de doux qui n'était pas tout à fait une odeur, mais presque la façon dont un endroit sent quand les gens qui y vivent ont pris l'habitude d'en prendre soin. À l'accueil, l'infirmière qui les reçut écouta Madame Renard expliquer la situation avec une attention qui n'avait rien de bureaucratique. Elle regarda Léa.
regarda la photo. Puis elle dit, « Attendez ici. Je vais chercher la responsable. » La responsable s'appelait Isabelle Morin. Rousse, quarantaine, des yeux qui savaient écouter. Elle prit le temps nécessaire. Elle fit quelques recherches dans les dossiers, pas longtemps, mais attentivement. Et quand elle releva la tête, quelque chose dans son expression avait changé. Marguerite Aubert a effectivement une fille. Elle s'appelait Sandrine. Elles ont perdu contact il y a 19 ans, après un désaccord familial grave. Marguerite a cherché sa fille pendant des années. Elle a envoyé des lettres, tenté des démarches. Il y a environ 5 ans, elle a arrêté. Elle pensait que sa fille avait fait le choix de ne plus la voir. Que c'était sa décision. Léa dit, « Ma maman s'appelait Sandrine. » Silence. Elle est décédée il y a 2 mois et demi. Dans un accident de voiture. Isabelle Morin prit une longue inspiration. Puis elle dit, d'une voix posée, « Je vais aller chercher Marguerite. » Léa attendit dans le couloir. Elle était debout, les 2 mains serrées autour des bretelles de son sac à dos bleu marine. Les murs du couloir étaient décorés de dessins d'enfants, ceux des petits-enfants des résidents, probablement venus visiter le week-end et repartis en laissant quelque chose de coloré. Des soleils maladroits, des maisons avec des cheminées en tire-bouchon, des familles dessinées avec des membres trop longs. Comme si tous les enfants du monde avaient la même idée de ce que devait être un chez-soi. De la lumière, une fumée qui monte, des gens côte à côte. Elle entendit les roulettes d'un fauteuil quelque part au fond du couloir. Un bruit lent, régulier, qui approchait. Puis une porte s'ouvrit. La femme qui apparut avait les cheveux entièrement blancs, les mêmes que sur la photo. Elle était plus petite que Léa l'avait imaginé, plus menue, un peu voûtée sur son fauteuil roulant. Ses mains posées sur les roues avaient les articulations gonflées par l'arthrite. Elle portait un cardigan bleu marine fermé jusqu'en haut, et elle regardait le couloir devant elle avec l'attention de quelqu'un qu'on a averti qu'il y avait quelque chose à voir mais qui ne sait pas encore exactement quoi. Puis son regard trouva Léa. Et il s'arrêta. La vieille femme ne bougea plus pendant plusieurs secondes. Elle regardait Léa avec une intensité qui n'avait rien d'inquiétant, c'était une intensité douce, presque douloureuse, comme quelqu'un qui reconnaît un visage après très longtemps et qui ne sait pas encore si c'est réel. Puis elle dit, d'une voix qui tremblait à peine, « Tu as les yeux de Sandrine. » Ce fut suffisant. Léa, qui n'avait pas pleuré depuis des semaines, pas depuis l'hôpital, pas depuis le foyer, pas pendant les 4 jours de route, Léa qui avait appris à tenir debout sans que personne la tienne, qui avait dormi dans des granges et mangé des carottes crues et continué quand même. Léa fondit en larmes comme une enfant de 9 ans a le droit de fondre en larmes quand elle arrive enfin au bout d'un chemin qui ne devrait jamais avoir existé. Elle fit 3 pas en avant et s'accroupit à hauteur du fauteuil. Et la vieille femme ouvrit ses bras. Pendant un long, très long moment, rien d'autre n'exista. Ni l'EHPAD, ni le couloir, ni Madame Renard derrière qui se tamponnait les yeux discrètement avec le coin de sa veste, ni Isabelle Morin qui était restée dans l'embrasure de la porte et regardait ses chaussures. Rien. Juste 2 personnes qui n'auraient jamais dû être séparées et qui, grâce à l'obstination d'une enfant de 9 ans sans rien dans les poches, l'étaient enfin un peu moins. La suite fut longue et compliquée, comme tout ce qui concerne les enfants, les familles recomposées par les circonstances et l'administration française quand elle doit se corriger elle-même. Les gendarmes furent prévenus que Léa avait été retrouvée saine et sauve, à Crest, dans un EHPAD, auprès d'une femme âgée qui se révélait être sa grand-mère biologique. Madame Labrousse arriva le lendemain avec une expression difficile à lire. Quelque chose entre le soulagement et une certaine gêne, le genre de sentiment qui arrive quand on réalise que quelqu'un d'autre a trouvé ce qu'on aurait dû trouver soi-même. La vérification d'identité prit quelques jours. Et pendant ces quelques jours, la révélation se précisa, lentement, comme une image qui se développe dans un bain chimique. La mention décédée inscrite dans les fichiers de la Sécurité sociale pour Marguerite Aubert en 2008 n'était pas le résultat d'une décision ou d'un mensonge. C'était une erreur administrative, un numéro de sécurité sociale similaire à celui d'une autre femme décédée dans le même département la même année, un problème de confusion dans une base de données lors d'une migration informatique, un dossier mal classé que personne n'avait eu de raison de rouvrir parce que personne n'avait cherché. Marguerite Aubert était vivante, avait toujours été vivante, et pour les services qui s'occupaient de Léa depuis novembre, elle n'existait tout simplement pas. 16 ans d'erreur. 16 ans pendant lesquels une grand-mère vivait dans un village de la Drôme, puis dans un établissement de soins de la Drôme, et les services sociaux qui géraient le cas de sa petite-fille regardaient une base de données et concluaient qu'elle n'existait plus. Isabelle Morin, quand elle apprit la nature exacte de l'erreur,
resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, avec une sobriété qui disait tout, « On va faire les signalements nécessaires pour que ça ne se reproduise plus. » Les démarches de tutelle prirent plusieurs mois. Les services sociaux durent évaluer si Marguerite, malgré son âge et ses limitations physiques, pouvait être désignée tutrice légale d'une mineure. Des assistantes sociales vinrent la rencontrer à plusieurs reprises. Des médecins évaluèrent son état cognitif excellent, conclurent-ils, elle avait toute sa tête, une excellente mémoire, un jugement intact et une volonté de faire que l'âge n'avait pas entamé. Pendant cette période d'attente, qui dura 4 mois, Léa fut placée dans un foyer différent, plus petit, à 10 à 20 km de Crest. Elle pouvait rendre visite à Marguerite 2 fois par semaine, les mercredis et les samedis. Ces 2 jours devinrent les piliers de sa semaine, les points fixes autour desquels tout le reste s'organisait. Ces visites ressemblaient à du rattrapage, pas de temps perdu, mais d'histoires partagées. Marguerite lui racontait sa vie. Ses années comme institutrice dans le même village où elle était née. Son mariage à 22 ans avec un homme qu'elle décrivait simplement comme quelqu'un qui savait rire de lui-même, ce qui est rare. Son veuvage à 50 ans. Et sa fille Sandrine, née là, qui avait grandi dans la maison de pierre avec le jardin de tournesol et le vieux pommier dans le coin. La dispute familiale, Marguerite en parlait avec une simplicité qui devait lui avoir coûté du temps à atteindre, cette façon de dire les choses comme elles étaient, sans les enjoliver ni les dramatiser davantage qu'elles n'avaient été. Elle et sa fille avaient eu un désaccord profond sur quelque chose qui avait fini par ressembler à un gouffre. Sandrine était partie. Les lettres avaient diminué. Puis les lettres avaient cessé. Marguerite avait cherché, avait tenté, avait attendu, puis avait fini par croire à tort, comme elle le savait maintenant, que sa fille avait fait le choix de clore le chapitre. Elle ne voulait pas clore le chapitre, dit Léa un mercredi. Comment tu sais? Elle gardait tes photos dans une boîte en métal, dans le tiroir de sa table de chevet. Elle ne t'avait pas oublié. Marguerite regarda ses mains sur les roues de son fauteuil pendant un long moment. Non, je suppose que non. C'est aussi pendant ces mois d'attente que Léa apprit l'existence d'une lettre. Une lettre que Marguerite avait écrite à sa fille il y a 7 ans. Une longue lettre, plusieurs pages, qui disait des choses qu'elle n'avait jamais pu dire autrement. Elle l'avait gardée dans un tiroir pendant 3 semaines avant de décider de ne pas l'envoyer. Pas parce qu'elle ne voulait pas que sa fille la lise, mais parce qu'elle ne savait plus si sa fille voulait encore entendre sa voix, même sur le papier. Cette lettre était encore dans la boîte à son bureau à l'EHPAD. Scellée, non envoyée. Marguerite la donna à Léa un samedi. « Je ne peux pas la donner à ta mère, dit-elle simplement. Mais je peux la donner à toi. » Léa l'emporta dans son sac à dos bleu marine. Elle attendit d'être seule dans sa chambre du foyer pour l'ouvrir. Elle la lut 2 fois, le soir, à la lumière de la lampe de chevet. Dans cette lettre, sa grand-mère écrivait à sa mère. Elle décrivait les matinées dans la maison de pierre, les tournesols en été, l'ennui des hivers sans sa fille. Elle décrivait aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui fit se serrer la gorge de Léa, sans qu'elle comprenne tout de suite pourquoi. Elle écrivait « J'espère que tu as quelqu'un à aimer. J'espère que tu as un enfant, ou que tu en auras un. Parce que tu avais tellement d'amour à donner, depuis toujours. Et j'espère que quelqu'un en bénéficie. » Sa grand-mère avait espéré son existence avant même de savoir qu'elle existait. Je vous avais dit au début de cette histoire qu'il y avait quelque chose d'impossible dans les bras de Léa quand les gendarmes l'avaient retrouvée au bord de la route. Je vous dois maintenant la précision. La nuit où elle s'était arrêtée dans la grange au bord des champs de lavande, avant de trouver la maison de Sainte-Croix, avant de rencontrer Madame Renard, alors qu'elle ne savait pas encore si elle allait trouver ce qu'elle cherchait ou rentrer bredouille. Cette nuit-là, elle avait entendu un bruit. Un miaulement très faible, intermittent, venant du fond de la grange dans un recoin sombre entre 2 vieilles caisses en bois. Elle avait attendu que ses yeux s'habituent à l'obscurité. Elle avait trouvé une chatte grise, maigre, à l'évidence malade ou blessée, recroquevillée dans un trou dans le mur. Et à côté d'elle, levés l'un contre l'autre, 2 chatons nouveau-nés aux yeux encore fermés. La chatte était trop faible pour les nourrir correctement. Léa avait passé 2 nuits à veiller sur eux. Elle avait cherché dans les fermes alentours jusqu'à trouver un reste de lait dans une écurie ouverte. Elle avait nourri les chatons comme elle avait vu faire dans un livre sur les animaux, une goutte à la fois, sur le bout du doigt. La chatte était morte le 2e matin. Les 2 chatons avaient survécu. C'étaient eux que Léa tenait dans les bras, enveloppés dans son pull de rechange, quand les gendarmes avaient ouvert la portière de la voiture de Madame Renard. 2 petites vies qui n'auraient pas dû tenir.
mais qui avait tenu quand même, parce qu'une enfant de 9 ans qui avait tout perdu avait quand même trouvé l'énergie de s'occuper d'autre chose qu'elle-même. D'une certaine façon, ces deux chatons résumaient tout. 6 mois après le retour de Léa, la tutelle fut officialisée. Marguerite ne pouvait pas vivre avec Léa à l'EHPAD, ce n'était pas un lieu pour les enfants, et Léa ne pouvait pas non plus vivre seule dans la maison de Sainte-Croix pendant que les démarches de vente étaient en cours. Un appartement adapté fut trouvé à Crest, au rez-de-chaussée d'une résidence calme, avec une chambre pour Léa et des aménagements pour le fauteuil de Marguerite. Une aide à domicile venait tous les matins. Une assistante sociale passait toutes les 2 semaines, d'abord souvent, puis de moins en moins, parce que la situation était claire, stable, et parce qu'il n'y avait rien de problématique à surveiller. La maison de Sainte-Croix fut vendue. L'argent alla dans un compte pour les études de Léa, géré jusqu'à sa majorité par un administrateur judiciaire. Le vieux pommier, lui, fut photographié une dernière fois avant la vente. La photo fut encadrée et posée dans le salon de l'appartement de Crest, entre une photo de Sandrine jeune et une photo de Léa prise par Madame Renard devant l'EHPAD, le jour de leur première rencontre. Les 2 chatons étaient là aussi. Le gris, le plus petit, que Marguerite avait nommé Poussin dès le premier soir. Le roux, bruyant et impétueux, qu'elle avait nommé Soleil. C'est comme ça qu'on nomme les chats quand on est heureux, avait-elle dit. Léa avait ri pour la première fois depuis des semaines. Marguerite avait souri en regardant ses mains sur ses genoux, comme quelqu'un qui retrouve quelque chose qu'il croyait avoir perdu définitivement. La vie qu'elles construirent ensemble n'était pas parfaite. La vie n'est jamais parfaite. Marguerite avait des nuits difficiles, des douleurs dans les mains, parfois des insomnies qui la laissaient épuisée au matin. Elle avait des moments de tristesse silencieuse, le genre de tristesse qui ne disparaît pas mais qu'on apprend à habiter. Quand on regarde les photos de Sandrine et qu'on pense à tout le temps qui ne reviendra jamais. Léa avait ses propres difficultés. Elle faisait des cauchemars certaines nuits. Elle avait du mal à faire confiance aux adultes qu'elle ne connaissait pas depuis longtemps, un réflexe de protection qui prenait du temps à s'assouplir. Certains matins, elle se réveillait avec la certitude que tout pouvait encore s'effondrer d'un seul coup, comme en novembre, sans prévenir. Mais elle avait une grand-mère qui lui racontait des histoires de Sandrine enfant, les bêtises dans le jardin, les peurs sous l'orage, les grandes ambitions à 10 ans qui changeaient chaque semaine. Des histoires qui faisaient rire Léa et qui rendaient Marguerite silencieuse d'une façon qui n'était pas triste, ou pas seulement triste, plutôt le genre de silence dans lequel on peut tenir quelqu'un qu'on a perdu, un moment, sans que ça fasse trop mal. Léa avait aussi une école. Des professeurs qui savaient son histoire, pas les détails, mais l'essentiel, et qui n'en faisaient ni un drame ni une curiosité. Des camarades de classe qui n'étaient pas forcément des amis, pas encore, mais qui lui adressaient la parole normalement et dont la normalité était en soi une forme de douceur. Et puis il y avait Madame Renard, qui conduisait jusqu'à Crest une fois par mois pour déjeuner avec elle deux, apportant des légumes du jardin et une bouteille de vin qu'elle buvait seule parce que Marguerite ne buvait plus depuis sa chute. Madame Renard qui, le premier déjeuner, avait pris les mains de Léa dans les siennes et dit simplement « Tu as bien fait. Même si c'était dangereux, tu as bien fait. » Il y a une conversation que Léa et Marguerite ont eue un soir de printemps, quelques semaines après leur installation dans l'appartement. Elles étaient assises sur le balcon. Il y avait des lavandes en pot sur la rambarde, parce que Marguerite avait dit que c'était la seule chose qu'elle voulait absolument dans leur nouveau chez elle. Le ciel devenait orange et violet au-dessus des collines. Poussin dormait dans les bras de Léa. Soleil faisait les 100 pas sur la rambarde comme s'il évaluait la hauteur. Léa demanda « Tu savais que j'existais » Marguerite mit un moment avant de répondre. « Non, je ne savais pas. Ta mère ne m'avait pas dit. » Elle regarda les lavandes un moment. « J'aurais dû continuer à chercher, même quand elle ne répondait plus. J'aurais dû me battre plus longtemps. Tu ne pouvais pas savoir. » « Non, mais je le sais maintenant, et ça compte aussi. » Un silence. Les collines devenaient plus sombres. « Tu crois qu'elle voulait qu'on se retrouve un jour ?» demanda Léa. Marguerite regarda les photos posées sur la table basse, visibles par la porte vitrée du balcon. Sandrine jeune devant la maison de pierre. Sandrine a 17 ans avec sa mère sur le banc de jardin. Elle gardait mes photos dans une boîte en métal. Dans sa table de chevet. Depuis des années, elle les gardait. Elle prit la main de Léa dans la sienne, une main froide aux doigts un peu raides, mais ferme. Et tu te souvenais de ce qu'elle t'avait dit. La Drôme, les lavandes. Elle t'avait préparé la route sans le dire. À sa façon, avec ce qu'elle avait. Léa regarda les lavandes sur la rambarde. Alors elle t'aimait encore. Elle t'a envoyé jusqu'ici,
dit Marguerite. Ça ressemble à de l'amour? Non. Il y a des histoires qui paraissent impossibles parce qu'elles le sont, au sens strict du terme. Un dossier administratif qui déclare vivante une personne que les fichiers disent morte depuis 16 ans. Une erreur de numéro dans une base de données qui sépare une petite fille de la seule famille qui lui restait pendant les mois les plus durs de sa vie. Des choses qui ne devraient pas arriver, et qui arrivent quand même, sans mauvaise intention de personne, juste par l'accumulation tranquille des erreurs humaines qu'on ne prend jamais la peine de corriger parce qu'elles ne dérangent personne d'assez important. Et puis il y a des histoires qui paraissent impossibles parce qu'elles demandent quelque chose que nous avons tendance à sous-estimer chez les enfants. L'obstination. La capacité de tenir une idée longtemps, de ne pas la lâcher même quand tous les adultes autour disent que c'est inutile. Même quand les preuves semblent minces, même quand la distance est grande et les moyens sont nuls. Léa ne savait pas que les dossiers officiels avaient déclaré sa grand-mère morte. Elle ne savait pas que le système avait vérifié, classé, conclu. Elle ne savait pas que l'erreur remontait à 16 ans et qu'elle était profondément enfouie dans des strates administratives que personne n'aurait songé à creuser. Elle savait seulement ce qu'elle avait vu sur une photo, une main sur une épaule, 2 femmes devant des tournesols, et une écriture qui disait « maman ». Et parfois, pas toujours, mais parfois c'est suffisant. Les erreurs des systèmes ne se corrigent pas seules. Les familles séparées par le silence et les malentendus et les années ne se retrouvent pas seules. Les chatons abandonnés dans les granges ne survivent pas seuls. Ce qui change les choses, ce sont les personnes qui refusent de croire que l'état des choses aujourd'hui est forcément l'état des choses pour toujours. Et parfois, ces personnes-là ont 9 ans, un sac à dos bleu marine, et 70 centimes dans une pochette intérieure. Léa avait tout perdu. Elle était repartie quand même, sans carte, sans plan, sans argent. Pas parce qu'elle était courageuse d'une façon héroïque et spectaculaire, mais parce qu'elle avait vu quelque chose sur une photo et qu'elle avait décidé que ce quelque chose méritait qu'on se donne la peine d'aller voir si c'était encore là. Et c'était encore là. Vivant. Dans un fauteuil roulant, avec des mains abîmées par l'arthrite et des cheveux blancs et des insomnies et une tristesse qu'elle apprenait encore à habiter. Mais là. Et c'était tout ce dont Léa avait besoin. Égal, 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 égal. Passe au 2. Personnage, prompt d'image. Égal, 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 égal. Léa, young girl, 9 years old, slender build, long light brown tangled hair, pale green eyes slightly swollen from crying, wearing a faded dark navy blue backpack, patched grey hoodie, muddy sneakers, standing in soft diffuse natural light, face turned toward camera with a qui est déterminé d'expression that old boat exhaustion and resolve. Cinématique portrait. Réalistique. Soft film grain, shallow depth of field. 35 mm look, dramatique warm side lighting, muted color palette. Marguerite, elderly French woman. Let les années 70. Fully white short, hair neatly set. Light blue cardigan button to the collar. Sitting in a wheelchair. En resting in her lap with visible arthritis in the knuckle. Clear sharp blue eyes looking directly at camera with calm intelligence and restrained emotion. Slight upturn at the corner of her mood suggesting warmth beneath composure. Cinématique portrait. Réalistique. Soft film grain. Shallow depth of field, 35 mm look, soft afternoon window. Light, muted tone. Madame Labrousse, French woman, early les années 50, short dark grey hair, neutral beige blazer, reading glass engine from a lanyard, a face that is not incumbu carry the fatigue of institutional work, looking directly at camera with a politely closed expression. Fluorescent office lighting. Slight tension around the jaw. Cinématique portrait, réalistique, soft film grain, shallow depth of field, 35 mm look. Madame Renard, French woman, early les années 60, practical short brown and grey hair, floral apprenti partialion. A warm face marked by outdoor life and years of simple keenness, looking at camera with direct and unsentimental compassion. Porsche light behind her creating a warm rim. Slight emotional moisture at the edge of her eyes. Cinématique portrait. Réalistique. Soft film grain. Shallow depth of field. 35 mm look. Isabelle Morin, French woman, early les années 40. Natural auburn hair pulled loosely back.
White Uniform Blues, No Jewelry, The Face of Simeon WHAS Learn to All Difficult Information Gently, Looking Directly at Camera with an Expression of Careful Attentiveness and Control d'Emotion. Soft Hallway Light, Cinematic Portrait, Réalistique, Soft Film Grain, Shallow Depth of Field, 35 mm Look.